Alors, je vois que certaines personnes étaient là au dernier webinaire, certaines ne l'étaient pas. Du coup, en général, on commence toujours ce genre d'action par une présentation d'XDMAT. Donc voilà, vu qu'il y a des personnes qui étaient pas, je vais la faire, mais je vais aller encore plus vite que la dernière fois, histoire voilà, de ne pas avoir de répétition. Et puis, je passerai la parole à ma collègue Iris également, qui fera comme la dernière fois et qui mènera ce webinaire. Alors, rapidement, XDMAT, hein, c'est une société qui a été créée en 2010 qui est une société spécialisée dans le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre autour des projets de dématérialisation et de valeur probante de manière générale. Ce qui fait qu'XDMAT est une société qui a des équipes très pluridisciplinaires, donc beaucoup de records managers, des personnes aussi qui viennent des métiers, des personnes aussi qui travaillent dans le domaine de l'informatique. Typiquement, notre directeur a été DSI pendant un certain nombre d'années, directeur technique également, et une partie aussi juridique et normative. Pour aller vite, XDMAT, c'est une société qui est scindée grosso modo en 4 parties. Une grande partie AMOA, ce qui fait la majorité de notre activité, l'accompagnement, grosso modo, l'accompagnement de nos clients dans leurs projets. L'audit et le conseil également. Alors là, on sort un peu de l'accompagnement. Grosso modo, c'est plus par rapport à des nouvelles réglementations, des nouvelles normes, par rapport à une organisation qui est en place. On peut réaliser des audits par rapport à tout ça et établir des différentiels pour proposer des axes d'amélioration. Donc on le fait pour des évolutions métiers, typiquement là pour l'évolution des marchés publics, on l'a déjà fait, ou on le fait par rapport à des normes plus outils, autour de GED, autour de paraphores électroniques, autour de systèmes d'archivage, autour de coffres-forts numériques, etc. XDMAT, c'est aussi une société qui est agréée organisme de formation et qui est Datadoc. On a un catalogue de formation, pareil, hein, qui s'oriente à la fois autour des métiers, mais aussi autour des outils, des grands outils, des grands process autour de la dématérialisation et de la valeur probante. Et puis, in fine, la veille et la recherche et développement. Alors ça, je le mets. Alors, recherche et développement, j'insiste, hein, XDMAT, c'est vraiment une société qui est spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'œuvre et d'ouvrage et dans le conseil. Donc, on ne fait pas d'intégration, on ne fait pas de développement, on ne vend pas de solutions. C'est très important. Par contre, on connaît ces solutions et on participe à l'évolution réglementaire du domaine. Que ce soit autour, par exemple, des nouvelles normes autour de l'archivage électronique, puisque c'est sur ça qu'on travaille essentiellement actuellement, en tout cas. On fait partie des comités normatifs et c'est important pour nous, justement, si on amène le conseil, il est important qu'on construise aussi toutes ces choses-là. Avant de finir également, je voudrais surtout insister sur la partie indépendance d'XDMAT. Je l'ai dit il y a quelques secondes, on ne vend pas de solutions, on n'intègre pas de solutions, on ne fait pas de développement, on est dépendant d'aucune société extérieure. C'est très important pour nous puisque ça permet de maintenir notre indépendance, notamment en ce qui concerne, les conseils qu'on peut donner dans la mesure où on le fait en toute indépendance. Ils ont une valeur. C'est pas parce qu'on va vous dire qu'il faut faire d'une manière que, bizarrement, on a un outil qu'on peut vous vendre et vous installer qui répond exactement à votre besoin. Non, nous on est vraiment là pour vous accompagner dans la définition de vos besoins et puis après sur la gestion de votre projet en passant par l'accompagnement, la rédaction de cahier des charges, la participation au déploiement, etc., etc. La redéfinition de vos processus et tout ça, tout ça. Quelques petites références, je rentre pas dans les détails, simplement ce qui est important c'est que on fonctionne à peu près, on va dire moitié public, moitié privé. Donc ce qui nous concerne aujourd'hui c'est plus la moitié publique, hein, avec à la fois des structures d'État en France et à l'étranger, des entreprises publiques, si on peut appeler ça comme ça, de type CNRS, on a travaillé pour le port de Marseille également, qui sont des entreprises qui fonctionnent donc, comme des sociétés, comme des entreprises, mais qui sont de capitaux publics. Et puis des collectivités aussi, on le voit sur la gauche. C'est important puisqu'on a vraiment commencé par là, on a essayé ensuite de se diversifier, mais la partie publique et toute réglementation publique, ça fait vraiment partie du cœur d'XDMAT et de sa raison d'être. Voilà, donc j'espère avoir été clair, rapide, plus rapide que la dernière fois. Je vais laisser la parole à ma collègue qui va plus rentrer dans les détails. On se gardera aussi, comme la dernière fois, une dizaine de minutes pour les questions à la fin.
et on pourra ouvrir les micros des personnes qui voudraient poser les questions, ou vous pourrez utiliser le chat également. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On les prendra à la fin, il n'y a pas de problème. Je passe la parole à ma collègue. Bonjour à tous, donc merci à vous donc de participer à ce webinaire. Donc la dernière fois, on avait vu plus en détail donc les obligations. Là maintenant, on va rentrer dans une partie un peu plus méthodologie, donc dans cette phase 2 de webinaire. Donc on va voir aujourd'hui comment mettre en place une méthode, un projet de dématérialisation des marchés publics et plus particulièrement donc une politique de la commande publique. Donc comment mettre tout ça en place? On va voir la démarche préalable qu'il faut adapter au tout début de cette méthodologie. L'identification du circuit en interne de traitement de la commande publique qui est très important. Comment on peut gérer ces dossiers de marché. Et enfin, on va voir les écarts qu'il peut y avoir avec donc les obligations, comment vous pouvez, entre guillemets, mettre en exergue ces écarts, comment vous pouvez mettre un plan d'action en place, mettre en place un profil acheteur et évidemment donc les écueils à éviter dans ce genre de méthodologie. Donc alors, la stratégie de la commande publique, il faut donc pour commencer mener une analyse en interne de votre système de commande publique. Donc mener cette analyse, comment ça se passe? Il faut se poser, je pense, des questions très 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 simples. Qui sont les acteurs qui sont concernés? Donc combien de services sont concernés par la commande publique? Est-ce qu'il y en a un seul ou est-ce qu'ils sont multiples? Quel est mon circuit? Est-ce qu'il est long, complexe? Est-ce qu'il est centralisé, décentralisé? Est-ce que mes processus par rapport à cette commande publique et au marché public sont documentés? Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce que tout ça est ancré dans le marbre ou c'est pas du tout le cas? Est-ce que c'est optimisé pour correspondre aux nouvelles réglementations ou non? Comment je gère mes dossiers de marché, les éliminations, les durées d'utilité administrative, on en parlera. Est-ce que c'est de manière physique ou dématérialisée? Est-ce qu'il y a déjà autour de moi des projets existants auxquels je peux me rattacher? On verra plus en détail tout au long de ce webinaire de quoi je veux parler plus précisément. Est-ce que j'ai déjà un profil acheteur ou non? Est-ce que je m'oriente plus vers une solution mutualisée ou pas selon mon cas? Est-ce qu'il y a déjà une stratégie de commande publique en interne? Très important. Si déjà il y a déjà des acteurs qui sont en train de mener ce projet-là, peut-être il faut mieux se rattacher à eux pour mener ce chantier. Et ensuite, quels sont mes écarts entre le circuit et les obligations, donc mettre les écarts en exergue. Donc cette analyse préalable, elle va vous permettre de mettre en place un plan d'action. Donc quel est le résultat qu'on attend dans cette analyse? Il faut connaître son fonctionnement de commande publique, première chose. Quels sont les processus qui sont concernés? Et ensuite, le résultat, ce qu'on attend de cette démarche, c'est connaître les écarts. S'il existe des écarts entre l'organisation actuelle de mon processus et la réglementation du 1er octobre. Donc pour cela, il faut étudier les processus de commande publique. Petit nombre d'acteurs ou plusieurs, décentralisés ou non, et comment sont réparties les tâches en interne entre les services. Et le troisième point, c'est l'organisation documentaire, extrêmement important. Comment sont conservés les documents? Comment sont-ils reçus? Par quel biais? Est-ce qu'ils sont signés? Comment sont-ils sauvegardés ou conservés? Donc dans toutes ces questions, il faut surtout pas garder à l'esprit, il ne faut pas perdre de vue que le système d'information existant et son environnement sont très importants. Parce que sinon, en fait, vous décorrélez votre processus de son système d'information de l'environnement qui est autour et du coup, vous n'arriverez pas à avoir une bonne démarche d'analyse. Alors, donc, je vais vous parler du héros manque d'un cas client qu'on a fait. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les acteurs. Ensuite, on a fait des comparaisons entre les arborescences des documents papier et numériques pour voir comment étaient gérés les documents de marché. Et ensuite, on a essayé de regarder comment était gérée donc la commande publique par le profil acheteur, quelles étaient les actions réalisées et qui les faisait. Ensuite, on a analysé les dossiers de marché public, donc savoir le nombre de marchés qui étaient produits par an pour connaître une volumétrie. Ça, c'est important pour ce qui est du stockage et de la conservation. Comment était-il éliminé? Élimination des dossiers archivés sous forme papier ou numérique. Présence d'un service servant d'archiviste pour la documentation papier ou non. Et traitement en interne donc du profil et des actions menées avec les documents produits. Ensuite, on s'est attardé plus particulièrement sur l'identification du circuit de traitement de la commande publique. Alors, ce circuit, comment on l'identifie et comment on peut mettre en exergue ce qui est intéressant pour la commande publique. Déjà, il faut auditer les acteurs. Alors, pour ça, je vous conseille donc de rencontrer les acteurs un par un, donc de rencontrer les services qui sont concernés, et de préparer pour eux un petit guide en fait de recueil
de manière à comprendre comment fonctionnent leurs process. Si vous ne faites pas partie de ces services, bien entendu, parce que pour certains d'entre vous, ou peut-être pour d'autres, vous faites déjà partie de ces services concernés, donc du coup, vous savez comment fonctionner les processus. Mais c'est quand même toujours bien de faire un point récapitulatif avec les collègues et l'environnement. Donc comment il fonctionne ce processus ? Le processus, c'est les workflows présents autour de la commande publique. Par quel circuit passe mon document ? Est-ce que c'est le profil acheteur ? Est-ce que ça l'est pas ? Est-ce qu'il fonctionne de manière optimum ? Est-ce qu'il y a une rupture dans la chaîne de dématérialisation ou non ? Ensuite, quels sont les environnements applicatifs utilisés autour, notamment les logiciels comptables. J'en parle parce que c'est important au niveau des marchés publics. Et ensuite, est-ce qu'on peut optimiser donc, ce process ? De quelle manière on peut l'utiliser ? Il faut surtout garder à l'esprit que le circuit interne en papier, il n'est pas forcément optimisé pour un passage à la dématérialisation. Donc vous pouvez très bien avoir un fonctionnement interne de la commande publique en papier pour tout le traitement, mais qui, quand il va devoir passer à la dématérialisation au niveau d'un profil acheteur, va avoir quelques soucis parce qu'il y aura des actions que vous ne pourrez pas faire avec. Donc du coup, il faut toujours réfléchir à ça en amont. Pardon. Ensuite, on va passer à la gestion des dossiers de marché. Alors, il faut s'attarder sur plusieurs points. Ces dossiers de marché, comment ils sont stockés ? Est-ce que vous recevez encore du papier ou du numérique ? On a vu que par rapport aux obligations, maintenant, logiquement, on ne devait plus avoir de papier. Il y a encore des services qui préfèrent avoir, pour des raisons X ou Y, un dossier de consultation papier, parce que c'est plus simple pour eux, ou parce que, dans tous les cas, il y a de l'archivage papier, parce que c'est des dossiers qui sont signés manuscritement et dont la valeur probante donc, est gardée par le dossier. Donc on reviendra plus tard sur la DUA. Mais il faut se poser la question aussi, si vous les stockez en papier, comment vous les stockez en numérique ? Est-ce que c'est des utilisations pour de la consultation ? Est-ce que c'est uniquement pour du référentiel ? Donc dans quel but ? Copie ou consultation ? Ou est-ce que c'est parce que vous avez besoin de diffuser ces informations-là ? Avec, pour la phase d'exécution par exemple, à des partenaires externes, etc. Ensuite, est-ce que vous avez une règle de nommage de ces fichiers et une arborescence qui existe déjà ? C'est-à-dire, est-ce que ces fichiers, vous avez la possibilité donc, de les avoir de manière simple, ou est-ce que c'est complexe ? Est-ce qu'il n'y a pas forcément de conservation prévue à cet effet et de rangement ? Donc du coup, est-ce que c'est problématique déjà de savoir où ils se trouvent ? Ensuite, est-ce qu'il y a de la signature sur ces documents ou non ? Alors, selon qu'ils sont signés ou non, électroniquement ou papier, donc il y a tout ce qui porte la valeur probante de la signature. Normalement, on le verra, il y a des DUA de 10 ans sur des contrats signés marché public, offre finale. Donc du coup, si votre signature, elle est papier, il faut la conserver en papier. Si elle est faite électroniquement, il faut la conserver électroniquement. Là, c'est pareil, on va reparler plus en amont, enfin plus tard, de cette valeur probante des documents qui est très importante dans les marchés publics et dont, justement, la DAJ a fait une question centrale dans son guide très pratique. Ensuite, il faut voir aussi tous les problèmes de de stockage qu'il y a par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'ai suffisamment d'espace pour les stocker ? Est-ce que ces dossiers, ils sont très volumineux ou non ? Qu'est-ce que je garde dedans ? Est-ce qu'il y a tous les documents dedans ? Est-ce que vous conservez aussi la phase d'exécution ? Ou est-ce que ça ne concerne que la passation et que les procédures, par exemple ? Donc ça, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser en amont pour gérer correctement les dossiers de marché public. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser par rapport au système d'information et par rapport à votre mise en place. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez analysé tous ces dossiers, c'est de mettre en place un référentiel de conservation, ou on appelle aussi pour les archivistes, s'il y a des archivistes parmi vous ou qui avaient des services d'archives dans vos structures, un tableau de gestion. Tableau de gestion, qu'est-ce que c'est ? Référentiel de conservation en tableau de gestion. Ça permet d'identifier les typologies documentaires produites ou reçues dans n'importe quel environnement, qu'il soit numérique ou papier, d'analyser leur contexte de production et de savoir quand est-ce que leur durée administrative prend fin. À quoi ça va vous servir ? C'est très simple, ça va vous servir à gérer votre stockage autant papier que numérique. On est sur les dossiers de marché public et de la commande publique, on reviendra dessus tout à l'heure dans la slide d'après, je pense. On est sur quelque chose d'assez simple en termes de DUA, puisqu'on a des DUA qui vont de 5 à 10 ans, par exemple. Du coup, c'est très simple de mettre en place ce tableau, c'est-à-dire que vous identifiez sur les services concernés, quand vous les avez audités, les typologies qui vont dans ces services, qui sont produites par ces services.
Et de même, après, vous mettez une DUA en place en face de manière à pouvoir déclencher facilement une élimination. Donc ça, c'est quelque chose de très simple. C'est à mettre en place, je conseille de le mettre en place pour les marchés publics, mais pour tout autre process de dématérialisation, c'est vraiment un outil transverse. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en amont. Alors ensuite, c'est la question, c'est combien de temps est-ce que je dois conserver mes dossiers de marché? Donc là, on parle que de la passation, donc juste à l'offre finale uniquement. Donc on a l'instruction, alors j'ai mis 5, 2, 3, il y a 5 textes. Je vous conseille de vous référer au premier texte et au second sur la prescription civile, qui sont les 3 premiers, et celui relatif au marché, où il y a quelques mots quand même sur la durée de conservation des dossiers de marché. Donc celle qui est incontournable et qui est encore en vigueur aujourd'hui et qui n'a pas bougé depuis 2009, c'est le tri et conservation des archives produites par les services communs à l'ensemble des collectivités territoriales et structures communales. Donc par exemple, c'est un tableau de tri, donc je vous ai mis des exemples ici. Donc il pourrait y avoir par exemple dans ce tableau référentiel de conservation, donc offres non retenues par exemple quand vous recevez les offres non retenues par exemple c'est 5 ans puis élimination. Pour les offres retenues par exemple c'est 10 ans puis élimination. De toute manière pour l'ensemble des marchés, on est entre 5 et 10 ans de conservation, c'est une prescription décennale. Ensuite, je vais quand même glisser un mot sur d'autres typologies parce qu'on est dans le cadre d'une méthodologie et donc je vais élargir mon propos. Il y a d'autres dossiers et d'autres parties de la phase de la commande publique, notamment l'exécution, la phase d'exécution, qui demandent une conservation plus longue. Donc par exemple, ça peut être 30 ans pour certains dossiers qui concernent la phase d'exécution parce qu'il y a des besoins réglementaires et de conservation plus longue, ou encore ça peut être 50 ans, voire la vie du bâtiment qui est construit. On a eu des cas chez clients où les clients nous disaient mais il y a certains documents qu'on garde plus longtemps parce qu'on en a besoin. Après, l'instruction vous dit vous pouvez éliminer si pour vos besoins, que ce soit de la consultation, aussi bien que tout simplement se protéger, ou alors d'autres besoins réglementaires ou litiges, vous avez le droit de garder ces documents. Je dis pas que tout au bout, il y a des documents que vous garderez pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt, mais ici, il y a des documents que vous pensez garder plus longtemps. Faites-le. Surtout, ne vous dites pas au bout de 10 ans, je dois tout éliminer, il faut que tout soit éliminé. Si vous avez besoin de ces documents plus longtemps, vous pouvez les garder plus longtemps. C'est à vous de gérer cet aspect-là. Alors, par contre, pour ce qui est de l'élimination, je vais revenir un peu plus sur l'accompagnement du service interministériel des archives de France. Parce que quand vous gérez des archives publiques, en fait, il y a tout un système qui a été mis à votre disposition pour pouvoir faire les éliminations dans un certain contexte. En fait, le service interministériel des archives de France, à partir du Code du patrimoine, donc les articles R212-2 à 4, en fait, il réglemente le contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives appartenant aux collectivités, établissements publics, groupements, etc. Donc les archives publiques sont la propriété de l'État. Donc c'est l'État qui assure le contrôle scientifique et technique sur les archives et les services des établissements publics. En aucun cas, les éliminations de vos archives, et donc celles qui concernent la commande publique, qu'elles soient papier ou électroniques, hein, j'insiste, pour les deux c'est valable, il faut un contrôle, un visa, un bordereau des archives départementales ou de l'échelon qui assure le contrôle scientifique et technique. Bon, pour la majorité des personnes, c'est les archives départementales. Et donc du coup, il faut que eux puissent valider ces éliminations. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez un bordereau, que vous transmettiez aux archives en disant voilà, j'élimine ma documentation sur la commande publique ou les marchés publics, c'est des offres retenues, c'est 50 DUA, je les ai gardées 5 ans, voilà la date à laquelle elles ont été produites, je les ai gardées 5 ans sont échus, j'ai le droit de les éliminer, est-ce que vous validez cette élimination? Il faut que cette élimination elle soit validée par un visa des archives départementales, que le bordereau vous soit rendu, et uniquement seulement après, vous pouvez éliminer vos archives. Alors, on ne fait pas les éliminations comme on ferait, comme on viderait un bureau. On ne va pas tout mettre en poubelle recyclable, non, il faut passer soit par les archives départementales qui généralement vous prennent les archives et vous disent qu'ils vont les faire incinérer, soit il faut passer par un centre d'incinération qui est agréé et qui vous délivrera un bordereau en vous disant j'ai bien éliminé vos archives. Mais en aucun cas, les éliminations ne doivent être faites de manière sauvage, c'est-à-dire je mets mes boîtes ou j'élimine via la corbeille en document numérique et je considère que mon tri est fait, que mon élimination est faite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut toujours
Et j'insiste là-dessus, il faut toujours passer par un échelon des archives départementales ou régionales, selon l'échelon où vous êtes et selon de qui vous dépendez. Donc, une fois qu'on a traité de la gestion des dossiers des marchés publics, je vais revenir maintenant sur comment on met en exergue donc les écarts avec les obligations. Alors, c'est pas très compliqué. Normalement, si vous avez suivi toute cette démarche, l'analyse, l'identification du circuit, la gestion des dossiers, vous avez déjà toutes les informations pour pouvoir mettre pour dégager votre plan d'action. C'est pas compliqué, vous allez mettre ce que vous faites actuellement, le process actuel, mon traitement. Actuellement, par exemple, j'échange avec ma messagerie Outlook pour échanger avec les entreprises, je publie pas les données essentielles de marché, je ne notifie pas les lettres de rejet via mon profil acheteur, je ne publie pas les avenants via mon profil acheteur, par exemple. Donc c'est pas compliqué, il faut mettre ce traitement en face avec les obligations donc, du 1er octobre, donc pour voir les écarts que vous avez. Et donc, via ces écarts, il va falloir que vous mettiez en place donc, certaines solutions. Donc, comment est-ce que je fais? Donc, est-ce que je publie les données essentielles de marché via mon profil acheteur? Est-ce que je passe par le FUPES marché V2 qui est déjà en place dans ma structure? Si j'en ai pas, il faut plutôt s'orienter via le profil. Pour la partie exécution, est-ce que je publie bien les avenants via le profil? Pourquoi si je le fais pas, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Donc ça, c'est remettre en question son traitement et son processus et se conformer aux obligations. Pour se conformer aux obligations, alors il y a deux cas possibles. Soit vous possédez déjà un profil acheteur, donc des plateformes style, vous avez AWS Achat, vous avez Clickhound, vous avez Achat Public et bien d'autres encore. Donc vous êtes ou Play ou Place, donc qui est la plateforme donc étatique. Vous êtes passé donc aussi, ça peut arriver par une plateforme mutualisée, c'est ce qu'ont fait certaines collectivités et établissements, c'est-à-dire qu'ils se sont regroupés pour avoir une seule plateforme pour mutualiser leurs besoins. Donc soit vous possédez déjà le profil et donc du coup vous avez la liste des actions nécessaires qui vous restent à faire avec le profil et vous densifiez votre profil acheteur, c'est-à-dire que soit vous aviez certains modules à votre disposition qui vous permettaient de faire certaines actions et il vous en faut de nouveaux, soit tout simplement vous faites les actions nécessaires aux obligations via ce profil parce que vous ne les faisiez pas avant et donc vous réorientez votre process pour qu'elles soient faites, soit alors vous êtes dans le cas où vous n'avez pas de profil et du coup pour se mettre en conformité, il faut que vous choisissiez un profil acheteur. Donc soit vous ouvrez une consultation ou vous choisissez une plateforme qui est déjà la plateforme, si vous êtes dans une collectivité peut-être que, ou dans un groupement de collectivités ou en intercommunalité, peut-être que l'intercommunalité a déjà une plateforme, donc il faut regarder ça de plus près. Ou alors vous choisissez une plateforme qui correspond à ce dont vous avez besoin. Dans la mise en place du profil acheteur, je fais un aparté sur la signature électronique. Pourquoi? Parce que pour moi, avoir juste un profil acheteur aujourd'hui n'est pas suffisant. C'est suffisant pour être en accord avec les obligations du 1er octobre, il n'y a pas de problème. Mais se posent deux soucis par rapport à la signature électronique, et je pense que beaucoup d'entre vous se sont posé la question. C'est le cas des données mixtes signées manuscritement et électroniquement. Parce que même si aujourd'hui, il n'est pas obligatoire de signer un marché, l'acheteur, donc vous en l'occurrence, pouvez imposer ou proposer à l'attributaire de signer électroniquement un marché. Et peut-être que vous vous êtes retrouvé aussi dans ce cas-là, c'est que la personne ou le fournisseur ou le prestataire qui est en face de vous et qui signe le document électroniquement et que vous n'avez pas de signature électronique pose un problème. Alors, je dis bien, la signature ne concerne que l'offre finale. On est bien d'accord. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette signature, elle deviendra obligatoire à terme. Là, c'est temporairement une souplesse qui est laissée aux acheteurs pour pouvoir s'organiser, aux acheteurs et aux entreprises afin qu'ils s'organisent. Alors, il y a deux cas auxquels je vais me référer qui sont dans le guide très pratique qui a été publié par la DAJ, donc qui relève deux cas. Alors, il y a eu deux questions qui ont été posées, c'est les A62 et les A63, donc je vais vous parler. Il y a la première question, c'est puis-je transmettre de façon dématérialisée des documents signés de façon manuscrite puis scannés? Donc, la DAJ répond oui si le document de consultation l'autorise, donc là en l'occurrence le règlement de consultation. Il n'est pas interdit par les textes de la commande publique de signer un document de manière manuscrite, de le scanner et de le transmettre par un dispositif dématérialisé. Donc c'est-à-dire que vous signez votre offre, vous la scannez, vous l'envoyez. En revanche, l'acheteur peut avoir prévu donc d'obliger de signer électroniquement et à défaut de s'y conformer, le non-respect de cette règle peut conduire au rejet des documents.
Il est donc recommandé de demander la signature que pour l'offre finale. Et par contre, la deuxième question, c'est celle qui va nous intéresser d'un peu plus près, c'est A.63. Un contrat peut-il être signé avec un certificat électronique par une partie et de façon manuscrite par l'autre partie, donc c'est-à-dire un cas d'un document mixte. Dans une telle situation, c'est ce que répond donc la DAJ, dans une telle situation, seul le contrat signé électroniquement a le statut de document originel. L'autre document n'est qu'une copie. Aucune des deux parties ne dispose d'un original signé des deux parties. Une telle situation est donc à éviter. Donc en fait, ils répondent et ils ne répondent pas à cette question, ce qui est quand même assez important pour les acheteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent très clairement qu'il faut éviter cette situation. C'est-à-dire que dans le cas où on demande de signer manuscritement, il faut signer manuscritement. Et dans le cas où il faut signer électroniquement, il faut signer électroniquement. Donc le problème, c'est que si il y a des documents, ce genre de documents, si vous avez ce genre de documents en main, et que vous en avez quelques-uns, vous ne pourrez pas prouver l'intégrité de vos documents parce que c'est une copie. Et donc du coup, il n'y a que l'original qui pourra prouver, en cas de litige, que c'est bien le document original, et donc vous n'avez pas ce document. Aucune des deux parties ne l'a d'ailleurs, puisque finalement, personne n'a les deux signatures sur le même format. Donc, de cette façon, il ne faut pas que cette situation arrive. Donc, dans tous les cas, je conseille à l'ensemble des acheteurs aujourd'hui d'avoir un certificat de signature ou de pouvoir signer électroniquement l'offre finale, tout simplement. Donc, cette signature, elle a été encadrée, c'est pas compliqué. Comment on la met en place? Donc, on va se référer à l'arrêté du 12 avril 2018, qui est donc assez récent, qui donc apporte des précisions sur le mécanisme et la dématérialisation totale des procédures des passations de marché public. Alors, elle apporte 3 points, cette signature. Elle apporte des points sur les formats, sur le certificat et sur le parapheur. Donc, pour signer, il faut un certificat. Donc, le certificat, c'est une clé ou une USB, sous format USB ou une carte à puce, qui est achetée à un prestataire qualifié et validé généralement de 1 à 3 ans. Donc il y a une liste sur, je crois, mais il faut que je vérifie, sur le site de la DAJ, il me semble, et sur les sites gouvernementaux des marchés publics, dans tous les cas, il y a une liste de prestataires certifiés pour acheter les certificats. Donc si vous vous référez à cette liste, logiquement, vous n'aurez pas de problème sur la qualité du certificat, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ce certificat va vous permettre de signer. Donc avec ce certificat, il va vous falloir un outil, qui est souvent le parapheur électronique, donc qui est un outil qui vous permet, comme un parapheur papier en fait, qui vous permet de glisser le document, ou les documents que vous voulez signer, et donc de les envoyer au signataire. Donc ça, c'est quelque chose de très simple, c'est le même processus que vous pourriez avoir en format papier en fait, c'est-à-dire suivre un processus de validation de workflow et arriver au signataire, le signataire signe et vous envoyez via votre profil acheteur le document signé pour que, en retour, la personne, le prestataire, le signe. Les formats de signature qui sont acceptés dans cet arrêté, ce sont les 3 formats qui sont à peu près toujours cités. C'est les formats XADES, CADES et PADES. Donc c'est des formats tout à fait standardisés au niveau européen, plus ou moins avec un certain niveau de sécurité. Si vous voulez faire de la signature, de la multisignature, c'est-à-dire que si vous êtes amené à avoir plusieurs signataires, je vous conseille d'avoir soit le XADES, soit le CADES, qui sont les 2 formats avec le plus haut niveau de sécurité. Donc ça, c'est comment en fait une fois qu'on a notre parapheur, une fois qu'on a notre certificat, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Avant d'acheter le certificat, je dirais qu'il faut se poser plusieurs questions. Une démarche préalable de savoir pourquoi on la met en place. Donc si vous souhaitez la mettre via votre profil acheteur ou via une autre solution, ou si vous voulez la mettre en interne, pourquoi pas, déjà il faut vous poser plusieurs questions. Combien j'ai de signataires dans mon circuit? Est-ce que j'en ai un seul ou est-ce qu'ils sont multiples? Et toujours se poser la question, si j'ai un seul signataire, qui, en cas d'absence, pourra signer en son nom? Il ne faut jamais mettre un seul signataire parce qu'on se retrouve dans des cas où beaucoup disent voilà, il faut me faire signer ce document pour aujourd'hui, j'en ai besoin, et le signataire n'est pas là. Donc du coup, comme le certificat, ça c'est très important, il est remis à une personne en son nom, si vous signez à la place de cette personne qui n'est pas là, vous signez en son nom. Et donc là, juridiquement, après, il y a plein de choses qui rentrent en compte et il faut absolument pas le faire, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un certificat à la place de quelqu'un qui n'est pas présent, puisque le prestataire vous l'a remis en main propre à une personne identifiée.
Donc il faut toujours penser à avoir une doublure au signataire principal. Dans le deuxième cas, c'est qu'est-ce que me propose ma plateforme? Parce qu'il y a des plateformes qui vous proposent donc de signer, soit d'acheter des certificats, soit de signer directement via des outils que eux-mêmes ont développés. Donc je vais vous en citer plusieurs. Par exemple, met en place un outil de signature. AWHA, un parapheur donc pour signer. Marché sécurisé, on peut passer par eux pour acheter des certificats. Clicoon aussi propose une simplification d'achat de certificats. Marché online, il n'y a pas de signature. Et marché public, pas de signature. Donc selon les profils que vous avez, ils vont vous proposer ou non d'avoir de la signature électronique via le profil. C'est plus simple dans la manière d'appréhender les choses parce que la mettre en interne, il faut quand même la rattacher. Il faut que la signature après le parapheur, ça soit rattaché via votre profil, ou alors il faut signer les documents en interne puis les basculer directement via le profil acheteur. Donc ce qui est déjà un peu plus compliqué, c'est plus simple si la brique de signature est déjà dans le profil. Comme ça, après, vous pouvez jongler entre vos différents modules et c'est plus simple. Donc, est-ce qu'il y a une solution qui inclut des parapheurs? Ça, on vient de voir. Et ensuite, ça, c'est ce qu'il y a de mieux aussi, c'est est-ce qu'on peut mettre des workflows en place via ce parapheur? Est-ce qu'il y a un système simple ou complexe? Nous, ça a été le cas pour, par exemple, je vais vous donner le cas d'achat public. Ils proposent un parapheur. Il y a deux solutions. Soit c'est un parapheur simple où il n'y a pas de workflow dedans. C'est juste envoi d'un lien hypertexte au signataire. Le signataire clique sur le lien et signe le document. Ou alors, il y a un workflow en place plus complexe où on peut être plusieurs personnes. Il peut y avoir plusieurs signataires avec un circuit de validation qui est paramétrable directement par l'utilisateur. Donc, si vous mettez la signature électronique en place, bien vous posez les bonnes questions. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme outil qui vous met à disposition la signature électronique? Si vous n'en avez pas, comment la mettre en place en interne? Et là, se poser la question de est-ce que d'autres personnes peuvent en avoir besoin? La chose qui arrive derrière, c'est et s'il y a signature, évidemment, il y a archivage à valeur probante. Pourquoi archivage à valeur probante? Parce qu'à partir du moment où vous signez un document, vous déposez ce qu'on appelle un hash. C'est-à-dire une signature d'intégrité sur le document. Et pour pouvoir garantir que ce hash n'a pas été alterné, il va falloir mettre en place de l'archivage électronique pour la mise en place d'une chaîne de confiance. C'est-à-dire prouver que votre document n'a pas été altéré et que c'est bien le document que vous aviez signé à l'origine et qu'il n'a pas bougé depuis le jour où vous l'avez signé. Donc pour assurer la prise d'intégrité, il faut absolument mettre soit un coffre-fort numérique, soit un SAE, donc système d'archivage électronique. Donc ces deux-là, ils vont maintenir la valeur probante, et donc la position de ce hash, et vérifier que le hash, donc régulièrement, n'a pas bougé. Donc ça, c'est pareil. Il y a des profils acheteurs qui proposent directement des coffres-forts via leur plateforme. De nom, je ne peux vous citer qu'Achat Public qui le fait pour le moment, parce que pour les autres, il n'y a pas forcément de coffre-fort prévu avec cela. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Soit il faut prendre, vu qu'on est sur des DUA de 5 à 10 ans, c'est ce que je vous disais, voire un tout petit peu plus, voire 30 ans, voire 50 ans, ce qui peut se faire, c'est de passer chez un prestataire agréé SIAF, qui donc peut vous délivrer un coffre-fort, un espace de stockage, et donc du coup, déposer vos documents dans cet espace-là, et donc avec votre référentiel que vous avez déjà mis en place, éliminer au fur et à mesure vos documents et les garder le temps donc de la DUA qui est demandé donc 10 ans pour le coup. Et donc du coup après vous allez pouvoir entretenir ces documents. Donc il faut bien retenir que sans signature, si vous prenez la signature, il y a l'archivage à valeur probante qui va avec, dans tous les cas. Après, c'est quelque chose auquel il faut se poser pour réfléchir, parce que si archivage à valeur probante il faut regarder ce que ça implique en termes de coût et en termes dans le temps. Par exemple, si vous passez par un prestataire externe et que vous le faites tout seul et que vous ne le faites pas via, par exemple, un profil acheteur, dans certains cas, vous aurez peut-être des tarifs préférentiels. Donc ça, c'est à réfléchir aussi. Et il faut voir aussi ce que ça vous coûte sur le long terme d'archiver vos documents électroniquement de cette manière-là. Parce qu'évidemment, ça a un coût de maintenance, selon le nombre de documents et le nombre d'espaces que vous avez aussi. C'est pour ça que je disais en termes de volumétrie, il faut bien identifier ce que vous avez en termes de volumétrie via vos dossiers de marché public et la manière dont vous les gérez, et pour quel
Et pour quelle utilisation c'est? Si c'est pour de la consultation, il est inutile de mettre les documents en coffre-fort. Ne mettez que les documents dont vous avez besoin de garder l'intégrité. D'où le référentiel de conservation. Donc vous voyez qu'il faut véritablement se poser les questions les unes après les autres et les imbriquer de manière à réellement mettre en place le plan d'action et à surtout se demander si toutes les étapes sont importantes. C'est-à-dire que si demain vous ne voulez pas mettre de signature en place, vous n'avez pas d'archivage à valeur probante à mettre en place. Si vous voulez de la signature, parce qu'on vous la demande ou parce que vous êtes obligé de la mettre en place, ou tout simplement vous la mettez en place parce que vous pensez, et à titre d'information, d'ici 1 ou 2 ans, il y aura un arrêté qui dira qu'elle sera imposée pour les marchés publics. Donc dans tous les cas, si vous la mettez en place maintenant ou si vous la mettez en place pour 2 ans, dans 2 ans, ça revient au même. Je vous conseille de la mettre en place maintenant. Comme ça, vous pouvez en faire l'expérience. Et puis après, ça pourra vous servir pour d'autres périmètres. Donc ne prenez pas la signature électronique comme, on va dire, une souplesse que vous pouvez mettre en place plus tard. Je vous conseille de le faire absolument maintenant. Du moins pas de la mettre en place, d'y réfléchir. Parce que ça vous posera énormément de problèmes et de questions au niveau du système d'information et de votre conservation de documents. Alors, donc les écueils de cette méthodologie qu'il faut absolument éviter. Il faut éviter de ne pas faire d'études préalables. Se lancer dans une stratégie de la commande publique sans avoir fait de démarche préalable, c'est pas possible. Il faut absolument passer point par point, démarche, identification de circuit, gestion, écart, mise en place du profil, signature et archivage. Tous ces points-là dans cet ordre-là, ou dans un autre ordre si vous ne pouvez pas les faire dans cet ordre-là, mais il faut absolument se poser les questions. La signature électronique, c'est ce que je vous disais, il ne faut pas attendre le dernier moment pour la mettre en place. Parce que si vous attendez le dernier moment, eh bien peut-être que vous ne pourrez pas la mettre en place ou que ça vous coûtera plus cher. Et ça, il faut y réfléchir. Il faut réfléchir en termes de ressources humaines aussi, parce que vous allez mobiliser des ressources humaines en interne pour mettre en place cette stratégie, et il faut absolument que ça vous coûte le moins de temps possible. Donc peut-être que vous pouvez demander à vos équipes, par exemple, de documenter leur process en amont, de réfléchir à des optimisations. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en amont de cette démarche. Dans le cas, comme je vous le disais, où la signature est retenue, mise en place de l'archivage obligatoire. Il ne faut pas mettre la signature en place si vous n'avez pas d'archivage. Parce que votre document, il va rester dans un coin du réseau et vous ne pourrez pas prouver son intégrité. Ensuite, le référentiel, important, évaluer le temps d'utilisation, de conservation de vos documents. Pourquoi je les utilise et dans quel cadre? Très important. C'est ces 5 points-là qu'il ne faut absolument pas déroger. Donc voilà. J'ai terminé avec cette phase de méthodologie. On va passer aux questions, si vous en avez. Merci Iris. Alors on a essayé d'aller un peu vite sur la fin, justement pour tenir la demi-heure de webinaire. Je pense qu'à la seconde près, elle ne doit pas être loin, Iris. Oui, comme disait Iris, on est ouvert à répondre à vos questions. Comme le montrait Iris, il y a vraiment 2 logiques. J'allais dire la logique pure réglementation, au sens de se dire, je dois mettre en place un certain nombre de choses par rapport à la réglementation qui est arrivée le 1er octobre, qu'on a défini la dernière fois lors du dernier webinaire. Donc ça, c'est voilà, je le fais, point barre, et on se revoit dans quelques années. Ou bien, et c'est aussi ce qu'on défend, et c'est ce que Iris a essayé de vous montrer, qui est en train de s'étouffer d'ailleurs, d'avoir une approche, je dirais pas qu'elle est transversale en termes documentaires ou en termes méthodologiques, mais qui prennent à la réflexion à la fois l'état de l'art et les logiques d'évolution qu'on sent venir. Les décrets sont dans les tiroirs là. Ce que disait Iris sur le guide de la DAE qui est paru, ou de AJ pardon, le guide très pratique, il s'appelle comme ça, vous pouvez aller sur le site de la DAG le récupérer. Effectivement, il y a des questions, je dirais pas que c'est contradictoire, mais on noie un peu le poisson. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la signature électronique? Non, on n'est pas obligé, mais si vous l'avez pas, c'est quand même compliqué. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'on encourage aussi à faire les 2 choses, donc la réorientation des process éventuels ou l'étude des process avec la mise en place de la signature. Et ce que disait Iris, donc, c'est qu'avec signature électronique, qui a pour objet de faire prendre une valeur probante à un document, eh bien il y a aussi l'autre pan de tout ça, c'est conserver cette valeur de preuve.
Si je signe un document et que je le mets sur mon répertoire réseau ou sur mon bureau, ça sert à rien parce que n'importe qui peut venir corrompre votre document, peut venir le récupérer et en faire autre chose, et peut même altérer son intégrité au sens modifier des informations. Donc il y a une brique au-delà de la prise d'intégrité que propose la signature, une brique de maintien de la valeur probante et de maintien de l'intégrité de cette documentation. Et ce rôle est rempli par deux ensembles de logiciels. Le coffre-fort numérique, Iris le disait, certains le proposent, certains prestataires de services, notamment achat public, c'est ce qu'on disait, mais d'autres aussi, il faut qu'on se penche sur ces choses-là, ou le système d'archivage électronique, alors là, qui est en gros, qui permet de maintenir la valeur probante et l'intégrité de la documentation, mais j'allais dire qui, en plus, par-dessus, intègre des fonctionnalités archivistiques, type bordereau d'élimination, type gestion des durées de vie, etc. Alors, à ma connaissance, pour le moment, parce que j'ai fait un peu le tour des plateformes, pour moi, pour le moment, il n'y a qu'Achat Public qui propose un coffre-fort. J'ai pas trouvé d'autres prestataires qui le font pour le moment. C'est pas le cas de Place, c'est pas le cas d'AWS Achat, c'est pas le cas de Clicoon, ni de marché sécurisé, ni de marché online. Donc ça, c'était les plus gros. Moi, pour le coup, j'ai pas trouvé signe dans leur proposition, du moins de modules ou autre, d'avoir un stockage, enfin une conservation à valeur probante. Après, peut-être que je me trompe, mais pour le moment, j'ai pas, à part Achat Public, j'ai pas trouvé ce genre d'informations. De toute façon, je pense là le décret d'avril dernier, avril 2017, qui disait justement que les plateformes de marché devaient garantir l'intégrité et la valeur probante des documents, c'est assez opaque en fait. C'est très opaque. On sait avec certains qu'il y a un coffre, par exemple, mais ensuite, dans la mesure où ils sont obligés de le faire, on n'a pas d'informations particulières autour de ça. Donc, et ils ne sont pas très enclins à nous les donner en général de toute façon, puisque justement, on insiste sur ces choses. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc deux solutions, soit directement vous ouvrez votre micro et vous posez votre question à l'oral, ça permettra d'en faire profiter tout le monde et qu'on vous entende. Ou deuxième possibilité, vous écrivez sur le chat directement et on peut vous répondre. Il nous reste une dizaine de minutes, on est dans les délais, c'est impeccable. Faut pas hésiter, c'est pas maintenant ou jamais. Mais bon voilà, là on est en direct. La question que vous vous posez, probablement que d'autres se la posent également. Tout à fait. Pas de questions bêtes, Iris. N'hésitez pas. Et puis si vous n'en avez pas, dites-le nous aussi. Dites que c'est ok. Comme ça, on n'attend pas. Parce que je disais la dernière fois, on ne sait pas quand vous écrivez sur ce chat. Et autant une personne est en train d'écrire une très longue question, et puis finalement, on n'aura pas le temps d'y répondre, parce qu'on va croire que vous n'êtes pas. Très bien. Merci Salilé. Alors oui, tout à fait. Place, ce sont des plateformes en fait qui proposent de publication. Hein. C'est pas vraiment de publication, qui proposent un certain nombre de fonctionnalités. Vous les avez peut-être utilisées puisque vous dites Place. Qui propose, je dépose mon avis de publicité, je dépose mes dossiers de consultation, mes DCE, je récupère les réponses, je fais des allers-retours de questions, et puis avec les nouvelles obligations, je fais les notifications, les refus, tous les échanges, les avenants, etc. etc. Achat public et Place, ce sont deux plateformes différentes de deux sociétés. Place, c'est l'État, et Achat public, c'est une société privée, qui proposent des services qui sont sensiblement équivalents, mais ce sont deux éditeurs qui sont différents. En termes de fonctionnalité, à 99%, on est sur des choses qui sont sensiblement équivalentes. Hein. Mais oui, ce sont Achat public et Place, ce sont deux éditeurs différents de solutions. D'ailleurs, Achat public, je crois qu'ils s'appellent tout simplement Achat public. Voilà. Le nom de leur solution, c'est Achat public, et leur solution, c'est Achat public. Ils sont basés à Antony, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Alors, ouais, alors Iris va répondre du coup, puisqu'elle sait. Parce que j'ai fouillé un petit peu donc, sur les différentes plateformes. Alors, Place, il propose bien de signer le document. Donc, il y a une application de manière à signer. Alors, par contre, je pense, il faut voilà, c'est ça. Il faut un certificat de signature au préalable. C'est-à-dire que eux vous donnent le parapheur. Ça vous donne. Peut-être qu'ils ne vous le donnent pas. Enfin, vous donne, je ne sais pas. Mais ils vous proposent le parapheur, mais vous, en amont, il faut que vous ayez votre certificat.
C'est-à-dire que vous, il faut que vous preniez à votre nom ou au nom du signataire un certificat chez un prestataire. Alors, ce que je trouve assez drôle, mais après, je pense que peut-être, parce que c'est étatique, du moins, ils le disent pas, mais peut-être que c'est mis en place, vu qu'on a Chorus et qu'on a quand même une garantie de valeur probante derrière. Place dit qu'ils peuvent donc vérifier l'intégrité d'une signature et signer. Donc, ils vous proposent le parapheur, ou tout autre outil de signature. Et ensuite, ils ne donnent pas d'informations derrière sur le stockage de valeurs probantes. Donc, est-ce que c'est proposé ou pas? Je ne sais pas. Ça, il faut se renseigner à ce niveau-là parce que du coup, dans ce qui donne dans tout ce qui est information, il n'y a pas. Donc ça, vous pouvez signer via Place, c'est sûr, en ayant le certificat vous en amont. Après, pour le stockage, je suis garante de rien du tout. Alors juste pour compléter la réponse d'Iris, effectivement, pour répondre à Madame Chabin ou Monsieur Chabin, excusez-moi, j'ai juste Madame, merci. Là, effectivement, on a eu une approche qui est finalement assez verticale autour des marchés publics, mais c'était une volonté aussi, c'est le fait de se dire, voilà, je vais essayer de faire quelque chose de conforme par rapport aux obligations en réfléchissant au marché public. Il faut savoir aussi que la démarche, et c'est ce qu'on verra dans le troisième webinaire, elle peut être beaucoup plus transversale. Là, on parle de signature électronique, par exemple, donc parce que c'est important dans le cadre de la démat des marchés publics, mais la signature électronique, dans vos structures, elle est peut-être déjà déployée. Peut-être que vous avez déjà un parapheur. Peut-être que vous avez déjà, alors on parle du PES pour les collectivités, peut-être que vous signez déjà des arrêtés pour actes, peut-être, enfin non, on n'est pas soumis à ça, mais peut-être que vous signez déjà un certain nombre de choses. Et donc la réflexion dans ce cadre-là, elle se mène pas sur les marchés publics, mais elle se place sur la dématérialisation de mes documents et de mes procédures à l'échelle de ma société ou de ma collectivité, dans lequel les marchés publics sont un des périmètres auxquels je vais appliquer, bien éventuellement, les deux briques qu'on a parlé surtout aujourd'hui, la valeur probante avec le coffre ou le système d'archivage, et la signature électronique avec le certificat électronique et le parapheur électronique. D'où l'importance, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ne pas négliger l'environnement dans lequel vous allez mettre votre stratégie en place. Peut-être qu'il y a déjà une réflexion lancée à un niveau plus transverse, comme le disait Thibaut, et que du coup, il y a déjà des gens qui acquièrent des certificats. Alors, si vous les acquérez groupés, c'est mieux. Comme ça, au moins, vous avez, entre guillemets, vous faites pas des allers-retours entre le prestataire et votre structure pour les acheter déjà. Et puis, c'est surtout, vous pouvez mettre une stratégie plus transverse en place et ça ira beaucoup plus vite si vous êtes plusieurs à travailler sur une même stratégie. Donc il ne faut pas négliger, peut-être que, comme disait Thibaut à juste titre, peut-être que déjà dans votre structure vous avez un parapheur et une signature. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut absolument faire la démarche au préalable de regarder tout l'environnement avant de vous lancer là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, Madame Etienne. A priori, les dossiers de consultation prévus en place seront archivés dans un SAE nommé Atlas. Très bien. Et oui, effectivement. En fait, Madame Chabin, Atlas, juste pour vous dire ce que c'est, toutes les applications qui sont hébergées par la DGFiP, donc Direction Générale des Finances de l'État, public, je crois, voilà. Je le manque, mais ça doit être pour finances. Du type, si vous êtes une collectivité, vous connaissez peut-être Helios, par exemple. Ou effectivement, si vous n'êtes pas une collectivité particulièrement Chorus, tous ces documents-là sont archivés dans un système d'archivage qui s'appelle Atlas. Parce que on part du principe que tout ce qui passe par les applications de la DGFiP sont dans Atlas. Donc c'est ce que vous disiez. Là, on n'a pas d'informations particulières, mais c'est ce qu'on disait. Nous, on pense très fortement que ça allait atterrir dans Atlas. Sauf que dans la com que nous donne à avoir Place, on ne nous dit pas, et même en direct. Nous, quand on demande la place, on n'a pas de réponse. On nous dit la valeur probante est conservée. Et quand on essaye, nous, de creuser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on n'a pas d'informations. Ou on a très peu d'informations. Donc oui, tout à fait. Atlas. Et vous aurez d'ailleurs des systèmes de consultation. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec Atlas, mais vous aurez accès à vos documents directement depuis votre plateforme de marché pendant un certain temps. Et au bout d'un certain temps, qu'on appelle en général la durée d'utilité courante, ils ne seront plus disponibles sur votre plateforme des marchés places, mais ils seront directement disponibles dans Atlas, avec un accès direct à Atlas, en fait, durant la vie de la durée d'utilité administrative de la DUA, la durée de vie du document, et on pourra y accéder via un outil, donc vous entendrez parler de ça sûrement, qui s'appelle ORC, ou ORC pour outils de recherche et de consultation. Pour ce qui est des... Pardon.
Je voulais compléter une information par rapport à ce que disait Thibaut. Nous, par exemple, on a vu le cas chez un client. Pour ce qui est des durées en fait, de consultation, généralement, les plateformes prestataires, ça varie, mais je pense que c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Ils vous laissent en consultation le dossier à peu près une année, et puis après, à partir de 13-14 mois, ils vous demandent soit d'archiver le document, soit d'en faire autre chose, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir toutes les procédures passées en consultation parce que c'est pas possible au niveau du stockage. Donc peut-être qu'à un certain moment, en fait, donc va garder votre dossier en consultation, 1 an ou une durée, ça je sais pas, il faudra se renseigner, mais peut-être ça doit être de l'ordre de entre 12 et 14 mois. Il vous garde le document de consultation et après il doit l'archiver directement en fait et il doit vous dire votre dossier a été archivé, donc il doit vous donner l'information. Mais dans tous les cas, si Place archive votre dossier de manière automatique, il vous doit l'information. Donc vous serez comment dire, enfin pas conforme, non, mais vous aurez quelque chose qui vous dira que ça a été archivé, pardon. Vous aurez l'information, vous aurez un accusé de réception comme quoi ça a été archivé, pardon. Donc normalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Très bien. Donc écoutez, si vous n'avez plus de questions, Madame Métienne, si vous voulez, puisque je crois comprendre que vous êtes aussi dans une démarche d'argumentation, si vous voulez qu'on s'appelle et si vous avez des questions peut-être plus enclins dans votre périmètre auxquelles on pourrait répondre et que vous ne voulez pas partager ici, vous pouvez m'appeler puisque je vous ai envoyé des mails et vous avez mon numéro, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On a dépassé 2 minutes. Très bien, alors écoutez, on vous fait le replay et puis on vous diffuse ça. N'hésitez pas non plus à diffuser à vos collègues. Et puis, vous serez invité de toute façon sur le dernier webinaire qui normalement se déroulera d'ici 15 jours, 3 semaines, avant fin octobre. Voilà. Eh bien, bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.